ça y est, c'est terminé. Le Paris Saint-Germain vient de remporter sa deuxième Ligue des Champions consécutive. Et franchement, les amis, je vais pas faire semblant d'être calme. Parce que là, j'ai vécu un truc que je pensais pas vivre ce soir. Une finale qui part au tir au but. Une finale PSG-Arsenal qui résume tout ce qu'on aime dans le football. Deux philosophies qui se rentrent dedans. D'un côté, Paris avec son jeu offensif, son pressing haut, sa possession permanente. De l'autre, Arsenal, une équipe qui, depuis le début de cette saison de Ligue des Champions, n'avait encaissé que 6 buts en 14 matchs. 6 buts en 14 matchs. Vous imaginez le mur que ça représente. Et ce soir, pour la première fois de toute cette campagne européenne, les Gunners ont connu la défaite. Pas sur le score après 90 minutes. Non. Il a fallu aller jusqu'au tir au but pour les avoir. Attachez-vous bien les amis, parce qu'on va tout décortiquer. Pour ne rien rater de l'analyse, restez jusqu'au bout. Et si vous appréciez ce genre de contenu, lâchez le petit pouce bleu, ça aide vraiment au référencement et ça m'encourage à continuer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens juste à rappeler qu'il y avait un joueur qui disait publiquement que son avenir était ailleurs, qu'il ne se voyait pas lier son destin à ce club-là. Je pose ça là. Je dis rien de plus. Voilà. Parce que ce soir, ce même club qu'il a quitté est en train de soulever le trophée le plus prestigieux du football européen pour la deuxième fois d'affilée. Avec quasiment la même équipe. Le même coach. Les mêmes joueurs. Le même état d'esprit. Juste le gardien qui a changé et encore. Tout le reste, c'est de la continuité, de la cohérence du travail. Et ça mérite qu'on s'arrête dessus. Bon, la première mi-temps, parlons-en franchement parce que c'était difficile à regarder si vous supportiez Paris. Arsenal a mis en place exactement ce qu'on leur reproche depuis le début de saison. Leur côté trop défensif, trop replié, trop attentiste. Sauf que en finale de Ligue des Champions, face à la meilleure attaque de la compétition, ce système-là prend tout son sens. Dès la 5e minute, sur un dégagement raté de la défense parisienne, le ballon traîne dans la surface. Il revient sur un attaquant d'Arsenal qui était titulaire ce soir à la surprise générale et il allume le gardien du PSG sans hésiter. Le gardien peut rien faire. Et là, je vous jure, le ton était donné parce que Arsenal qui mène au score, c'est la pire chose qui puisse arriver à l'adversaire. Quand ils sont devant, leur organisation défensive devient un vrai cauchemar à déchiffrer. Ils te pressent haut, mais leur défense reste en place derrière. Tu as l'impression d'avoir de l'espace et en fait, t'as rien. Tu essaies de jouer dans le dos de la défense, les centraux sont déjà positionnés, tu tentes de combiner par l'intérieur, ils ferment toutes les lignes de passe. C'est étouffant. C'est vraiment étouffant. Et Paris dans tout ça? 70% de possession de balles en première mi-temps et pratiquement aucun tir cadré. Un seul si mes souvenirs sont bons. Vous voyez la situation? Tout le ballon du monde, mais aucune profondeur, aucune verticalité. Les milieux faisaient des allers-retours inutiles. Les attaquants se retrouvaient dans des zones encombrées. Le ballon repartait toujours en arrière vers le gardien. C'était frustrant à regarder. Vraiment frustrant. Et j'entends pas attaquer le Paris Saint-Germain. Je comprends que face à ce bloc Arsenal, c'est compliqué. Mais il y avait un vrai problème dans la construction du jeu en première période. D'ailleurs, je vais pas éviter le sujet. Le choix de faire débuter un milieu qui revenait à peine de blessure à la place d'un joueur qui enchaînait les performances depuis le début de la compétition, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. L'un d'eux avait disputé tous les matchs importants de cette Ligue des Champions depuis le début. Il était dans une dynamique incroyable. Et là, pour la finale, le coach décide de le laisser sur le banc. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que Paris a quand même gagné, donc ça relativise. Mais objectivement, ce choix-là a coûté de l'énergie à l'équipe en première mi-temps. L'équipe était moins fluide, moins confiante dans les transmissions. Et ça s'est vu. En face, les centraux d'Arsenal ont été monumentaux. Je vais pas dire leur nom, mais les deux défenseurs axiales ont remporté la totalité de leur duel aérien en première mi-temps. La totalité. Vous voulez qu'on parle de domination défensive? C'est ça la domination défensive. Chaque centre parisien se terminait dans les mains du gardien ou dégageait en touche. C'était un récital. Et j'avais clairement les supporters d'Arsenal dans la tête ce soir parce que franchement, peu importe pour qui vous supportez, vous pouvez pas regarder ce match et pas respecter cette équipe-là. Ils ont joué le jeu parfaitement. Discipline, organisation, intensité. Un bloc compact mais pas passif. Ils ont mis Paris en difficulté, sur phase arrêtée, ils ont récupéré des ballons dans des zones dangereuses. Chapeau bas. Mais voilà, la mi-temps arrive. Et quelque chose change du côté parisien. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans le vestiaire, mais ce PSG qui revenait sur le terrain en deuxième mi-temps, c'était une autre équipe. Mentalement surtout. Plus de passes en retrait inutiles. Plus de tergiversations dans le milieu de terrain. Ils ont commencé à jouer vers l'avant, à prendre des risques, à utiliser les couloirs. Et c'est exactement là que le penalty est arrivé. Sur le côté gauche, une combinaison entre deux joueurs parisiens, un appel intelligemment joué, le latéral d'Arsenal est pris de vitesse, il commet la faute dans la surface. Penalty évident. Et là, les amis, même sur le penalty, j'étais pas serein. Parce que le joueur qui a pris le ballon en premier, c'était pas le tireur désigné habituel. Et pendant une fraction de seconde, j'ai cru à une erreur. Sauf que non. C'était du grand art tactique. Depuis quelques saisons, les gardiens arrivent en finale avec des fiches sur les tireurs adverses. Qui tire où? Quelle jambe? Quelle feinte? Paris le sait.
Alors, il joue avec ça. Le joueur prend le ballon, fait semblant de vouloir tirer et au dernier moment, son coéquipier prend sa place. Le gardien avait préparé ses notes sur le premier joueur. Il peut rien faire contre le deuxième. But, égalisation. Et là, j'ai enfin pu respirer un peu. C'est à partir de ce moment que le match a complètement basculé. Paris avait repris confiance. Les tentatives se multipliaient. Les attaquants cherchaient le but à chaque occasion. Et notamment un joueur qui a été proprement monstrueux sur l'ensemble du match. Ce gamin-là, les amis, je sais même pas comment il fait pour tenir physiquement. Tout le monde autour de lui était épuisé. On voyait les crampes, les gestes vers le staff médical, les joueurs qui ralentissaient. Lui, non. Lui, il continuait de sprinter, de combiner, de se battre sur chaque ballon. Et ses cuisses, vous avez vu ses cuisses? C'est pas des cuisses humaines, ça. C'est de la fonte. Un joueur de l'équipe de France avait même posté quelque chose là-dessus il y a pas longtemps. Tellement tout le monde dans le vestiaire est impressionné par son endurance. Et ce soir encore, il a confirmé tout ce qu'on pense de lui. On arrive aux prolongations. Tension maximale. Les deux équipes refusent de céder. Arsenal redevient compact et difficile à percer. Paris tente, mais manque de précision dans le dernier geste. Et inévitablement, on part au tir au but. Et là, les amis, j'étais debout dans ma pièce. J'arrivais plus à m'asseoir. Je suis quelqu'un qui regarde le football de façon assez détendue en général, mais là, c'était autre chose. Je sentais le stress physiquement. Les tirs au but s'enchaînent. Paris est solide. Le gardien parisien est concentré, lisible dans ses choix de côté. Arsenal manque un tir décisif et c'est terminé. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe pour la 2e année consécutive. Et maintenant qu'on est à tête reposée, il faut quand même parler de ce que ça représente vraiment. 2 Ligues des Champions d'affilée, c'était le domaine exclusif du Real Madrid depuis des années. Personne d'autre n'y était parvenu dans l'ère moderne. Et là, un club parisien, longtemps moqué pour ses échecs répétés malgré des investissements colossaux, vient de rejoindre cette liste très fermée. C'est historique, objectivement historique. Et ce qui est fascinant dans cette réussite, c'est le chemin parcouru. Ce club a dépensé des fortunes pour attirer les meilleurs joueurs de la planète. Il a eu dans ses rangs des légendes vivantes, et pourtant ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que le collectif n'existait pas. Chacun jouait pour soi. Les égos prenaient le dessus. Et puis un jour, la stratégie a changé. Exit les superstars coûteuses, bonjour le projet collectif. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de cette philosophie. Des joueurs qui s'effacent pour l'équipe. Des décisions qui se prennent pour le collectif, même sur penalty, et un entraîneur qui mérite franchement qu'on parle de lui, parce que ce technicien-là, franchement, il mérite une statue devant le stade. Je le dis sans exagération. 2 Ligues des Champions consécutives avec la même équipe, la même idée de jeu, la même rigueur tactique, c'est du grand coaching. C'est de la gestion de groupe au plus haut niveau. Et lui qui a souvent été critiqué, lui qui a dû faire face à des situations compliquées en interne, il répond toujours sur le terrain. Chapeau. Et maintenant, la grande question qui va agiter tout le monde dans les semaines qui viennent, c'est le ballon d'or. Parce que il y a un candidat qui vient de cocher toutes les cases. Ligue des champions remportée. Performance décisive dans toutes les phases finales. Contribution directe à chaque match important. Il a marqué en 8e, en quart, en demi, en finale. Face à qui? Face aux grandes équipes d'Europe. Pas des adversaires de seconde zone. Le Bayern. Des clubs anglais au top. Arsenal en finale. Et il a tout le temps répondu. Ajoutez à ça ses statistiques en championnat, son titre de meilleur joueur de sa Ligue nationale, et dites-moi quel argument sérieux vous avez pour lui refuser ce trophée. Oui, je sais. Il y a d'autres prétendants. Un attaquant madrilène qui va sans doute briller en Coupe du Monde. Mais justement, si l'équipe de France remporte la Coupe du Monde et qu'un autre joueur français est encore plus brillant que lui dans cette compétition-là, est-ce que ça change quoi que ce soit? Est-ce que remporter la Ligue des Champions avec ton club, être le meilleur joueur de ta ligue domestique et marquer dans chaque phase finale de la compétition européenne la plus relevée du monde, est-ce que ça compte pour rien? Je pense pas. Pour moi, c'est bouclé. L'histoire s'écrit ce soir et je vais terminer avec un truc qui me fait sourire. Parce que dans quelques jours, quelques semaines, il va y avoir des conférences de presse, des interviews, des journalistes qui vont poser des questions difficiles à des joueurs qui ont quitté Paris en pensant trouver mieux ailleurs. Et ces joueurs vont devoir répondre sur ce que ça fait de voir son ancien club soulever à nouveau le trophée le plus important du football européen. Ce seront des moments tendus, ce seront des moments où les mots vont peser lourd. Et je dis pas ça pour enfoncer qui que ce soit. Je dis ça parce que c'est la réalité du football de haut niveau. Chaque choix de carrière a des conséquences. Et parfois, la vie a le sens de l'ironie. Bref, les amis, une soirée mémorable. Un match intense, disputé à couper le souffle. Une équipe parisienne qui mérite son titre. Une équipe d'Arsenal qui n'a pas à rougir de son élimination. Et un football européen qui nous prouve encore une fois que le collectif bat toujours l'ego individuel. C'est tout pour ce soir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette finale. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude.
N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide vraiment au référencement et ça compte beaucoup pour ceux qui découvrent cette chaîne. On fait des débriefs de matchs et des vidéos d'actu football. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les amis. Se remettre de ce match Bourbier. Les gars, Jérôme est vainqueur une fois comme ça de temps en temps. Ça arrive. Non, souvent. Souvent. Ok, mais vous avez jeté la pièce ou non parce qu'en fait. Regarde. Non, mais je vais vous dire, mais tu peux. C'est des pronos, on n'est pas Madame Irma. Mais oui, voilà. Il y a une logique Pronos, quand on le dit. on peut dire Là, vous nous demandez la logique qui est derrière. Voilà, la logique. Nous expliquons la logique. Non mais il y a un truc qu'avait dit Nabil et dit que sur le coup moi j'avais pas pris en compte au début de la mi-temps et à la fin au moment du prono je me suis souvenu de ça. Il avait posé deux questions. Un, est-ce que Arsenal peut tenir quand même sur l'ensemble du match avec un pari qui va certainement monter en pression, et deux, il a évoqué la possibilité de attention au penalty parce que je les trouve juste sur certaines interventions et je me suis dit il y en a peut-être une qui va passer et c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Merci, très bien. Très bon argumentaire. Jérôme, Le point est pour Nabil en fait. Je partage tout avec Nabil. Jérôme, les trois arrêts de Safonov, on les. Oui, mais. Oui, mais c'est-à-dire. Oui, mais. Ah, tu peux péter. Non, Je sais pas que c'est El Gato. Oui, j'ai fait le chat, oui. Il est là, Castaneda. El Gato. Il va nous expliquer que c'est la présence qui a forcé les tirs. Sur le premier, je suis sûr que oui. D'ailleurs, on est plusieurs à avoir dit là. Sur Eze, ouais. Sur Eze, cette course d'élan à la Neymar, quand le gardien a la force de ne pas bouger, c'est vrai. quand le gardien a la force de ne pas bouger, dans la sauce. le dernier appui du gars à la Neymar, le dernier appui du gars, quand tu vois le gardien qui est droit devant toi, regarde, il a fait une espèce de machin, il a raté de beaucoup. Ouais, surtout ces derniers appuis qui sont vraiment très longs. Neymar, il avait quand même un rythme. Il gardait du rythme. Quand je dis ça, c'est ce type de T'as frappe. raison qu'il bouge pas et ça le Et perturbe. donc, effectivement, il a pas arrêté le penalty ce soir, mais il y en a un où je pense que sur le premier raté d'Eze, Safonov y est pour beaucoup. Deuxièmement, rappelez-vous, on a déjà oublié que sur le deuxième raté,